Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Voici les titres de ce journal du lundi 9 décembre. 5e jour de la grève contre la réforme des retraites. Résultat, des routes saturées ce matin et un trafic quasi nul sur le réseau des transports en commun. Demain, pas d'amélioration en vue avec une nouvelle mobilisation prévue. Le point dans ce journal. 5 mois après l'incendie de la station d'épuration d'Acher, Emmanuel Vargon sur place, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire est venue constater les dégâts et faire le point sur l'avancée de l'enquête concernant les causes de l'incident. Et puis dans cette édition, retour sur le 33e Téléthon, le marathon pour la recherche contre les maladies génétiques rares se tenait ce week-end. Le bilan est dans les communes de Villepreux et de Maurepas. À suivre dans ce journal, on parle de la Journée internationale des droits de l'homme. Un événement est prévu demain soir à l'espace La Bulle, à l'espace Saint-Quentin de Montigny-le-Bretonneux. Le cycle astronomie aussi qui se déroule cette semaine à Saint-Rémy-les-Chevreux, sans oublier les résultats sport de ce week-end. Plus de 600 km de bouchons cumulés ce matin en Ile-de-France, près du triple de la circulation habituelle avec le 5e jour de grève contre la réforme des retraites. Se déplacer, relever du parcours du combattant ce matin, des routes saturées et un trafic quasi nul dans les transports. Et cela risque de ne pas s'arranger. Une mobilisation est prévue demain à Paris. La CGT cheminots de Versailles réunie ce lundi matin en Assemblée générale à la gare des Chantiers a voté pour la reconduction de la grève. C'est là, à Versailles-Chantiers, que transitent habituellement les lignes N, U du Transilien, le RERC aussi, qui était extrêmement perturbé encore aujourd'hui. Postiers, enseignants, électriciens et gaziers ont également participé à la réunion en présence du député du 93 de la France Insoumise, Éric Coquerel. Les propos sont recueillis par Manon Varaldo. Je considère qu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont mis en grève, et notamment les cheminots, font grève pour l'intérêt général et pour les autres salariés aussi, et pour le pays. Donc en tant que député, chacun doit être un peu à son poste. Voilà, le mien, c'est de venir soutenir, c'est d'essayer de répercuter la parole lorsqu'on me la donne, c'est d'essayer de me battre à l'Assemblée. On sera en grève demain, évidemment, pour peser sur le gouvernement. Je pense que le gouvernement va faire des annonces mercredi qui seront très en deçà de ce qu'attendent les grévistes. La suite, je pense, même si c'est aux travailleurs de le décider sur leur lieu de travail dans les assemblées générales, la suite c'est la continuation de la grève, son renforcement et la question de sa généralisation à tous les secteurs. Et puis ma foi, s'il faut faire la bûche de Noël sur les piquets, on le fera. La grève annoncée pour durer alors qu'une rencontre entre le gouvernement et plusieurs syndicats s'est tenue aujourd'hui. Le Premier ministre Édouard Philippe doit faire des annonces mercredi. Vous allez le voir avec cette première animation. Les perturbations dans les transports seront sensiblement les mêmes demain mardi. Toujours aucun train sur la ligne U qui circule entre la Défense et la Verrière. Pour la ligne N, un train toutes les 30 minutes entre Rambouillet et Paris-Montparnasse, et ceux de 6h à 10h30 et de 16h30 à 21h30. Autant de trains sur l'axe Plaisir-Grignon, mais sur les créneaux 6h15, 10h30 et 16h15, 22h. Pour les lignes de RER A présents, comptez un train sur 2 en heure de pointe sur le RER A, un train sur 3 sur le RER B, en notant que l'interconnexion est interrompue en gare du Nord. Aucun train ne circulera sur le RER C entre Paris-Austerlitz et les gares de Saint-Quentin en Yvelines et de Versailles-Chantier. Enfin, notez que des perturbations sont également notables et visibles sur les réseaux de bus, sur Skibus par exemple. Les lignes desservant les établissements scolaires seront assurées en priorité demain. J'ajoute que des écoles du territoire devraient rester fermées pour la journée de mardi. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce point concernant la grève contre la réforme des retraites. Difficile de se déplacer aujourd'hui, difficile de faire garder votre enfant aussi à Montigny-le-Bretonneux. Le personnel de la petite enfance était en grève ce lundi. Une quarantaine de personnes s'est réunie ce matin devant l'hôtel de ville à l'appel de la CFDT. Leur revendication, plus de personnel. Selon les grévistes, le manque d'effectifs conduirait à des conditions de travail difficiles et des agents au bord du burn-out. La sécurité des enfants qui ne serait plus assurée de manière optimale. De son côté, la mairie ne conteste pas le manque d'effectifs mais accuse un déficit de recrutement lié à une pénurie sur le secteur de la petite enfance en Ile-de-France depuis 2 ans. Elle indique que 80 commissions de recrutement ont donné lieu cette année à 31 embauches. Une délégation syndicale a été reçue par le maire cet après-midi. Elle estime avoir été écoutée, mais n'est pas satisfaite pour autant des propositions de la municipalité. Une nouvelle action est donc en cours de réflexion.
Et dans l'actualité du jour aussi, la visite de l'une des secrétaires d'État à la transition écologique et solidaire à Achères. 5 mois après l'incendie de la station d'épuration, Emmanuel Vargon s'est rendu sur le site classé Céveso, qui est sinistré, un site géré par le SIAP. Les objectifs, constater les dégâts sur place et prendre connaissance des avancées de l'enquête sur les origines de l'accident. Le reportage de Nicolas Dandry. Des débris, des escaliers, des murs en ruine, les dégâts causés par l'incendie de la station d'épuration d'Achères le 3 juillet dernier, plus précisément sur l'usine Seine-Aval de Saint-Germain-en-Laye du SIAP, chargée de traiter les eaux usées. 6 mois plus tard, les premiers éléments émergent suite aux expertises sur les causes de ce sinistre. Sur 2 cuves qui étaient en maintenance, une cuve plus particulière est visée, donc 4 causes possibles différentes, tous d'origine électrique. Donc on va patienter le temps que l'expert de l'assurance puisse aller au bout de sa mission. Actuellement, une installation provisoire fonctionne pour traiter les eaux usées. Pour comprendre et tirer les conséquences, 3 audits sont en cours. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, est venu constater les dégâts et échanger avec les parties prenantes. On a lancé de façon très sérieuse toutes les procédures permettant d'aller au bout des causes et au bout de l'amélioration des mesures de précaution et de prévention. Après, il manquait un plan de prévention et d'information des habitants qui sera validé d'ici quelques jours, probablement d'ici la fin de l'année. Et du coup, ça permettra d'engager une discussion plus structurée avec les riverains sur quoi faire. Il faut prévenir et mettre tout en œuvre pour que les mesures préventives de sécurité empêchent totalement, je dirais, une catastrophe. C'est là-dessus véritablement qu'il faut mettre le paquet pour éviter que l'on passe au niveau PPI, c'est-à-dire que c'est trop tard. Une nouvelle réunion de suivi doit avoir lieu fin janvier, début février, avec les premiers résultats des audits, avec peut-être les raisons de cet incendie sur ce site industriel. Avec plus de 74 millions d'euros au compteur, les promesses de dons de la 33e édition du Téléthon sont en hausse au niveau national. Dans les Yvelines, plusieurs manifestations ont eu lieu aux 4 coins du département, notamment à Morpas et Villepreux. On fait le point avec Aurélie Ronze et Mélanie Poquet. Des animations pour la bonne cause. Le monde associatif morpasien était mobilisé pour cette 33e édition du Téléthon. Plusieurs initiatives étaient proposées au public au gymnase de la Malmedonne. Pourquoi est-ce qu'il faut être là aujourd'hui alors ? Pour donner l'argent au médecin qui sera récolté au Téléthon. Pour faire des médicaments aux gens qui sont malades. J'ai une amie qui a un enfant myopathe et je suis particulièrement sensibilisée. Arts martiaux, gymnastique ou encore initiation au hand-fauteuil, une opération de solidarité qui réunit chaque année de nombreux bénévoles. Il ne faut pas croire, les bénévoles du Téléthon ne sont pas forcément des gens qui sont touchés familialement ou amicalement par ces maladies, mais par des gens simplement qui ont envie de faire quelque chose pour les autres et particulièrement pour les enfants. Changement d'ambiance à Villepreux. Pour ce Téléthon, le public a pu faire le plein de sensations dans des supercars, une animation proposée par le motoclub de Villepreux. Et c'est l'occasion première, en dehors de faire partager notre passion, de pouvoir faire bénéficier à toute personne d'avoir l'occasion de monter dans une supercar. On a l'occasion de monter dedans et de rouler avec. Avec ces baptêmes, 1000 € ont ainsi pu être récoltés en faveur de la recherche contre les maladies génétiques. Parmi les autres temps forts de cette 33e édition, des démonstrations de capoeira ou encore un défi rameur de 24 heures. Le tissu associatif est très créatif. On a les artistes qui exposent toutes leurs créations. On est plus de 500 bénévoles, je pense, à œuvrer là depuis 1 an pour être à ce week-end festif pour le Téléthon. Avec une fréquentation supérieure à l'année dernière, le bilan est d'ores et déjà positif pour l'AFM Téléthon de Villepreux. Demain, mardi 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme qui célèbre la signature de la Déclaration universelle. C'était le 10 décembre 1948 à l'ONU. Les droits de l'homme, on en parlera demain à l'espace La Bulle. Il est situé dans le centre commercial Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. On en parle avec 2 invités. Françoise de Salles-de-L'air, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Animassos qui gère ce lieu culturel non marchand. On aura l'occasion d'en dire 2 mots tout à l'heure. Et Christine Bouvet-de-Goude, bonsoir. Bonsoir. Membre militante de l'entreprise
l'antenne saint-quentinoise d'Amnesty International, l'ONG qui promeut bien sûr la défense des droits de l'homme et qui rencontre donc le public demain à la Bulle. Déjà une première question pour vous, pourquoi accueillir cette association Amnesty International demain ? Parce que tout nous intéresse, particulièrement Amnesty International, mais tout nous intéresse. Donc tout projet qui peut susciter l'intérêt du public passant, parce que c'est un public particulier quand même qu'on accueille dans la Bulle, tout projet mérite d'être accueilli dans la Bulle, et la Bulle est faite pour ça. Donc chaque 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Quels sont les objectifs de cette journée ? Absolument. Alors cette journée, d'abord je remercie encore Françoise de nous avoir accueilli à la Bulle demain. C'est exceptionnel parce que la Bulle ouvre plutôt le samedi, donc elle ouvre un mardi 10 décembre pour fêter en effet, pour proposer aux gens de se renseigner, de s'informer sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, leur rappeler qu'on peut agir, qu'on peut se renseigner, s'informer, agir en signant des pétitions. Nous faisons tous les ans, au moment de cet anniversaire, une campagne, la plus grande campagne mondiale en matière de droits de l'homme, qui s'appelle les 10 jours pour signer, du 6 au 16 décembre. Donc vous mettez en lumière 10 personnes dont les droits de l'homme sont bafoués, 10 personnes à travers le monde. 10 personnes ou une association. Cette année, on a par exemple une association de jeunes Indiens au Canada qui cherchent à défendre leur peuple autochtone. Donc des gens qui ont besoin d'être soutenus par des signatures ou des pétitions dans leur combat pour les droits humains. Donc c'est de montrer aussi que malgré, on est à 71 ans après la signature de cette déclaration universelle, il reste encore fort à faire. Il reste fort à faire et il faut qu'on comprenne que nous, ici, on peut faire quelque chose. Et qu'on peut, en écrivant et en signant des pétitions, faire bouger les choses. Et on pourra montrer demain aux gens, par exemple, tout ce qui a réussi l'année dernière et comment on a amélioré le sort de beaucoup de personnes grâce à ces campagnes. Donc demain, là, en l'occurrence, ça sera un événement lié aux droits de l'homme. La Bulle en propose d'autres. Quelle est la vocation justement de ce lieu qui a rouvert depuis octobre à l'espace Saint-Quentin ? Alors on est très content que le groupe Amerson ait accepté de reconduire ce partenariat, puisque c'est un projet extrêmement innovant. Ça n'existe nulle part ailleurs, un lieu comme ça qui est organisé et géré et ensuite proposé aux associations et aux acteurs locaux culturels comme Amnesty, mais ça va de la musique au théâtre en passant par la danse, en passant par des ateliers de l'économie sociale et solidaire, le respect de l'environnement, c'est extrêmement large. Avec des horaires d'ouverture élargis cette année, c'est ça ? C'est ça, avec des horaires d'ouverture cadrés, c'est-à-dire tous les samedis et maintenant le mercredi après-midi en plus, et des temps exceptionnels comme demain soir et comme dimanche après-midi, où nous ferons aussi une ouverture exceptionnelle pour un autre événement. On retrouve toutes les infos sur le site d'Animassos. Le programme de demain, juste pour terminer. Alors, le programme de demain, on aura un petit partage avec les gens qui seront à l'intérieur qui rentreront à la Bulle pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils pensent des droits humains, est-ce qu'ils les connaissent, est-ce qu'ils savent les citer ou en citer quelques-uns. Et puis après, on leur proposera de prendre connaissance des 10 personnes et associations qu'on défend cette année pour signer des pétitions ou bien écrire aux personnes, sachant que ça leur fait énormément de bien de savoir qu'on pense à eux de l'autre côté du monde. Et le rendez-vous est fixé à partir de 18h45 à l'espace La Bulle, au sein du centre commercial Espace Saint-Quentin. Merci François de Saldeler et merci à vous Christine Bouvet-Legoutte pour Amnesty International. Elle est examinée depuis aujourd'hui par les députés à l'Assemblée nationale. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été adoptée en septembre au Sénat. La sénatrice des Yvelines, Marta de Cidrac, rapporteure du texte, a fait de la pédagogie dans le département. Réunion en novembre, puis visite d'un site début décembre pour montrer concrètement l'application, notamment sur le sujet des déchets et des plastiques. Manon Varaldo. Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines et rapporteure de la loi gaspillage et économie circulaire, a organisé une réunion autour de cette loi adoptée au Sénat et examinée à l'Assemblée nationale. Une loi autour d'un certain nombre de dispositifs qui concernent plus spécifiquement les élus locaux et les territoires en premier chef. Ce sera essentiellement autour, bien évidemment, des déchets et des dépôts sauvages, puisqu'on a un vrai sujet dans notre département, mais également sur tout ce qui concerne les plastiques en hors foyer, les usages que l'on fait. Selon les régions, nous n'avons pas toujours les mêmes codes couleurs pour les poubelles. Le texte permettra d'uniformiser cela, un objectif partagé. Il ne s'agira pas pour les collectivités d'investir dans de nouvelles poubelles parce que vous imaginez le coût. L'idée, c'est de trouver un code qui soit partagé par nous tous et qui soit le même dans toute la France.
Marta de Cidrac est revenue sur les bouteilles en plastique et le logo inscrit dessus, le point vert. Les usagers pensent en grande majorité qu'il signifie que le produit acheté est recyclable. C'est faux. Il ne faut pas induire nos consommateurs en erreur, il faut leur donner la bonne information et c'est le sens du deuxième logo dont on a parlé ce matin qui est le Triman et qui vous stipule très clairement si un produit doit être trié et donc potentiellement recyclé derrière. Marta de Cidrac s'est rendue à l'usine France Plastique de recyclage de Limay où sont reconnaissables des bouteilles de notre usage quotidien. Le recyclage des produits de consommation courante, c'est un des volets de la loi gaspillage et économie circulaire. Ces plastiques vont évidemment être introduits dans l'installation qui est à côté de nous, qui vont subir tout un process qui, de déchets plastiques tels que nous le voyons ici, vont devenir en fait des paillettes qui vont être incorporées dans des produits finis et qui vont de nouveau être réinjectés dans le commerce. Le but, avoir une durée pour ces produits la plus longue possible en les réintroduisant de nouveau dans une filière qui n'est pas forcément celle du produit d'origine. Le gouvernement affiche un objectif de 100% de plastique recyclé pour 2025. Ce qu'il faut retenir des résultats sport du week-end avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78, on commence par du football. On jouait la Coupe de France. On jouait ce week-end le 8e tour de la compétition. Versailles, dernier représentant yvelinois encore en course, va continuer l'aventure. Les Versaillais ont réussi à s'imposer 3-0 sur le terrain de Vire, une équipe qui évolue également en National 3. Les 3 buts ont été inscrits par l'attaquant Johan Akassou. On écoute l'entraîneur de Versailles, Youssef Chibi, qui retient avant tout l'état d'esprit. C'est une compétition particulière où plus on avance, plus ça devient difficile et plus on a besoin de valeurs comme le courage, l'abnégation, la solidarité pour pouvoir franchir les paliers. Et aujourd'hui, en termes de cohésion et de solidarité, mon équipe a franchi un pas. Et aujourd'hui, on a le résultat de ce travail, de ce parcours, puisqu'on a 6 matchs cette saison de Coupe de France et 6 qualifications consécutives. Cette qualification est une première en 10 ans pour les Versaillais. Au prochain tour, Versailles pourrait affronter un club de Ligue 1 au mois de janvier. Le tirage au sort aura lieu ce soir, Grégory. On espère voir, pourquoi pas, un Versailles-PSG, Mickaël, Versailles-Marseille au stade Montboron, le stade de Versailles. Également du volleyball au programme ce week-end. Un match pour rester dans la course à la montée. Vélizy recevait Saint-Avertin, les derniers du classement pour le compte de la 7e journée de National 3. Bien en place tactiquement, les Vélizyens remportent les 2 premiers sets sur les scores de 25-22 et 25-21. Dans le 3e set, les joueurs de Florent Guillaussou sont plus en difficulté. Ils arrivent finalement à l'emporter 29-27 après avoir failli concéder le set. Bilan de cette rencontre, 3-7-0. Sur le 3e set, il y a eu un réveil de l'équipe adverse qui ne nous a pas facilité la tâche, qui a bien servi. Nous, on a fait des petites erreurs un peu bêtes, des ballons qui tombent sans que personne se jette dessus. Et c'était compliqué, mais on a su à la fin resserrer les vis. Cette victoire permet à l'équipe d'occuper la 3e place du classement avec un bilan de 5 victoires en 7 journées disputées. Des résultats qui permettent au club de regarder vers le haut du classement, Grégory. Merci Mickaël, ces résultats, bien d'autres choses encore dans votre émission. Le 7-8 Sport, c'est à suivre après ce journal. Le dossier de la rédaction à présent dédié en ce dernier mois de l'année aux personnalités de 2019 dans les Yvelines. En sport, justement, Mickaël, vous nous proposez ce soir le portrait de Quentin Lafargue, le pistard de l'équipe de France, le sportif licencié au club d'Élancourt Saint-Quentin en Yvelines. Le vélo club d'Élancourt Saint-Quentin en Yvelines a remporté 3 titres majeurs cette saison, des performances qui devraient le conduire aux prochains Jeux Olympiques. On regarde ce sujet avec les images de Patrick Jacques de Dixmude. Quentin Lafargue, c'est l'histoire d'une mécanique bien rodée. Le pistard a commencé le vélo à l'âge de 12 ans dans une école de cyclisme en Gironde. C'était en 2003 sur le vélodrome de Bordeaux. Comme tous les jeunes, j'ai vite eu quelques résultats et ça m'a surtout beaucoup plu. Toutes les épreuves liées au sprint, à la vitesse. J'avais un gabarit assez corpulent quand j'étais plus jeune et surtout plus corpulent que les autres. Et du coup, je prenais beaucoup de plaisir à faire des disciplines de sprint. Aujourd'hui, Quentin Lafargue a 29 ans et il côtoie un autre vélodrome, le National à Saint-Quentin en Yvelines. C'est ici que le sportif décroche ses premiers résultats sur la scène internationale. En 2016, l'athlète remporte l'or sur le kilomètre lors des championnats d'Europe. En 2015, première médaille sur un championnat du monde avec le bronze en vitesse individuelle.
c'était vraiment le dernier sprint du championnat. Après moi, ils ont éteint les lumières presque. Donc voilà, c'est une vraie belle image. Moi, j'en retiens énormément d'émotions. Et voilà, 6000 personnes qui crient pour te faire pédaler un tout petit peu plus vite, voilà, j'oublierai jamais ça. 2015, une année particulière, mais 2019 restera une année unique pour Quentin Lafargue. Le sportif a remporté cette année 3 titres, 3 médailles d'or sur le kilomètre lors des mondiaux, les championnats d'Europe et de France. Une très belle saison 2019 sur laquelle physiquement j'ai montré que la progression suivait son cours. Et en tout cas, voilà, ce qui donne beaucoup de confiance pour la suite. Ça faisait quelques années qu'il tournait un peu autour du pot et je dirais que cette année, elle a été l'année de la consécration de Quentin, mais ça fait quand même quelques années qu'on sent que Quentin peut faire de grands résultats. Des résultats qui permettent à son équipe, le Vélo Club Elancourt 50 ans en Yvelines Team Vousser, d'avoir un rayonnement international. Quentin Lafargue a rejoint cette structure en novembre 2018. C'est une fierté, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un de humble et porté vers la jeunesse, un exemple. Quentin Lafargue espère maintenant décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, en espérant que 2020 soit une aussi belle année que 2019. Allez, on part la tête dans les étoiles pour refermer ce journal avec mes 2 invités qui viennent nous présenter un cycle astronomie qui est organisé en fin de semaine dans la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Florence Doise-Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable des affaires culturelles dans la commune et bonsoir Sarah Antier. Bonsoir. Vous êtes originaire de Voisins-le-Bretonneux, chercheuse au sein du laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris Diderot. Vous allez animer une conférence sur les ondes gravitationnelles et elle sera grand public, on en parle tout à l'heure. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, vous étiez passé l'an passé en plateau justement pour parler de votre prix L'Oréal UNESCO. Vous avez été lauréate de ce prix en 2018. Bienvenue, merci d'être avec nous. Déjà, ce cycle qui est organisé du 12 au 15 décembre à l'espace Jean Racine, pourquoi l'organiser, ce cycle ? Alors, l'objectif pour la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est de faire vivre vraiment notre espace culturel, l'espace Jean Racine, sur des propositions transversales avec différentes disciplines. Ce cycle astronomie, ce qui nous intéressait, c'était de mettre en valeur à la fois la culture scientifique, qui est très importante en vallée de Chevreuse, avec aussi l'université d'Orsay, le plateau de Saclay qui n'est pas loin. Et donc, nous avons inauguré le 28 juin dernier une nouvelle salle d'exposition et de conférence qui s'intitule la salle Marie Curie, notamment en honneur à une femme scientifique et qui a un lien avec l'histoire de Saint-Rémy-les-Chevreuses, puisque Pierre et Marie Curie venaient régulièrement à Saint-Rémy-les-Chevreuses en villégiature. Ils avaient une maison dans un des quartiers proches de la gare, puisque déjà à l'époque, la ligne de chemin de fer venait jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc cette nouvelle salle d'exposition et de conférence nous permet de proposer à la fois des expositions, des conférences. Sarah Antier-Farfar sera notre première intervenante, première conférencière sur donc un sujet d'astronomie. Sur les ondes gravitationnelles, on aura l'occasion d'en parler après. Et du coup, à part cette conférence, je vais y arriver, c'est la fin de ce journal. Qu'est-ce qui est prévu au programme de ce cycle astronomie ? Au programme de ces 4 jours, également une exposition d'astrophotographie, donc surtout sur des galaxies très lointaines, de très beaux clichés à découvrir dans la salle d'exposition où aura également lieu la conférence de Sarah Antier. Et puis, donc ça c'est jeudi soir, jeudi 12 décembre, la conférence à 20h30 et l'exposition dure du vendredi jusqu'à dimanche, donc à l'espace Jean Racine dans cette salle Marie Curie. Ce sont des photographies de Julien Bourdette, qui est un astrophotographe amateur mais passionné, et la qualité de ses clichés sont vraiment magiques. Et en complément, on accueille également la compagnie Dédale Musique qui propose un spectacle qui s'appelle Symphonie d'une nuit sans étoiles, donc qui parle des origines de l'univers. Donc on part vraiment également dans le cosmos et c'est un spectacle tout public, très familial, qui nous permet de partir dans un univers artistique avec du théâtre, de la musique et de la vidéo. Il y a une comédienne sur scène, il y a des projections vidéo avec des animations vidéo qui ont été faites pour vraiment embarquer le public. Et puis la création musicale aussi, c'est porté par une compagnie qui est plutôt dans la musique. La création musicale va aussi faire décoller en fait notre public et les embarquer dans cette histoire des origines de l'univers avec une course-poursuite. Enfin, c'est vraiment très grand public et à la fois ça permet de faire voyager chacun à travers ce spectacle. Et donc l'objectif d'un cycle pour nous, c'est vraiment d'avoir différentes portes d'entrée
On serait très heureux si effectivement le public se dit j'avais envie de venir voir des photos, mais finalement pourquoi pas en savoir un petit peu plus et rester sur la conférence et puis voyager et aussi me faire embarquer à travers un spectacle. Alors, les ondes gravitationnelles, on va tenter en 2 minutes d'en parler. Ça va être très rapide, Sarah Entier. Connectez-vous aux ondes gravitationnelles. Déjà, sur l'aspect grand public, ça c'est important pour vous de vulgariser justement ces connaissances pour le grand public. C'est très important de faire partager ma passion, l'astronomie, le métier de chercheur, qui est vraiment de s'investir sur une recherche avec des temps longs. Et donc, l'astronomie, c'est vraiment peut-être pour moi une science où tout le monde a accès, puisqu'il suffit de lever les yeux au ciel pour avoir accès au ciel. Et ce qui est intéressant dans ma recherche, c'est qu'on allie l'astronomie et la physique. D'accord. Et ces grandes collaborations qui sont ensemble pour découvrir les mystères de l'univers. Et vous avez parlé des ondes gravitationnelles qui sont un peu une nouveauté. En fait, depuis 2015, on a capté le premier signal. Et ça permet de mieux comprendre les phénomènes violents de l'espace sur lesquels vous travaillez, c'est ça ? Exactement, les phénomènes violents, c'est-à-dire des collisions de trous noirs, d'étoiles à neutrons. Et ma conférence s'appelle « Connectez-vous aux ondes gravitationnelles » puisque quand on a des phénomènes ultra-violents, il peut y avoir de la matière qui est éjectée et qui rayonne. Et c'est cette matière qu'on peut apercevoir avec les télescopes. Et donc, avec un réseau de télescopes dans le monde entier qui s'appelle GrandeMA, parce que c'est des télescopes très précis Exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que les ondes gravitationnelles, comme on a dit, ce sont des phénomènes violents qui apparaissent n'importe quand et n'importe où sur le ciel. Et ça fait un phénomène lumineux qui disparaît en quelques heures. Et donc d'avoir un réseau de télescopes comme cela, en fait, on peut essayer de trouver ce signal lumineux et de le suivre pendant ces premières 48 heures. Et un dernier mot, parce que c'est important, vous militez sur un projet depuis le début de l'année, c'est de connecter à ce réseau de télescopes professionnels des astronomes amateurs, c'est ça qui peuvent aussi fournir des informations ? Exactement, donc l'année dernière j'étais venue sur ce plateau pour promouvoir ce projet et en un an en fait on a eu 40 astronomes amateurs de partout dans le monde, aussi des Canadiens, des Néo-Zélandais qui nous ont rejoints et qui suivent avec nous les ondes gravitationnelles. Et pour en savoir plus, il faut se rendre à votre conférence qui se déroule jeudi à 20h30 et aussi à tout le cycle astronomie. Il faut s'inscrire pour venir, on peut venir directement sur place ? Alors on peut venir directement pour l'exposition et pour la conférence de Sarah Entier. Toutes les informations sont sur le site de la ville. Et pour le spectacle, par contre, vous pouvez réserver ou vous présenter 3/4 d'heure avant. Donc, c'est vendredi 13 décembre à 20h30. Et on a également une représentation scolaire parce qu'on a une saison qui est très riche. Voilà, toute une plaquette. Il y a tout également sur notre site. Je suis désolé, on arrive vraiment déjà à la fin de ce journal. On a largement dépassé. Mon réalisateur n'est pas très content. Voilà, en régie, on me l'indique. Je suis désolé. En tout cas, on retrouve toutes les informations sur le site internet. Merci à vous deux d'être venus en parler sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous sur TV78.